Bienvenue dans ce troisième épisode de Kiss My Ace du média Jeu Blanc. Jeu Blanc, c'est un média tennis qui est sur Twitter, Instagram et qui a un site internet. Si vous ne nous connaissez pas, moi c'est Samuel et je suis accompagné de d'Alice et d'Auguste. Aujourd'hui, on va faire un épisode consacré au tournoi d'exhibition et quelle sera, on pense, leur place à ces tournois dans les futures saisons ATP. Avant de commencer, je tenais juste à vous dire que on a sorti des shorts sur nos comptes YouTube et Instagram du podcast numéro 2. Donc, enfin, n'hésitez pas à aller voir tout ça. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à mettre des commentaires si vous avez aimé cet épisode. Pour commencer, du coup, je vais introduire Alice et surtout Auguste qui fait sa première apparition dans ce podcast. Et je vais demander à Auguste s'il était un coup dans le tennis, quel coup il serait. Eh bien, déjà, bonjour et à tous. Je suis déjà ravi d'être là pour ma première dans Kiss My Ace. Ça va être un vrai plaisir de parler tennis avec vous sur les trois quarts d'heure, l'heure à, à venir. Et pour répondre à ta question, Samuel, moi, je veux pas faire dans l'originalité, je vais plutôt partir sur le coup droit, parce que déjà, en tant que joueur, c'est mon point fort, hein, c'est le coup fort, parce que, et en plus, j'aime bien toute la palette qu'on peut avoir, que ce soit dans son rôle de base, au niveau puissance, où on attaque, on enfonce l'adversaire au fond, mais ça peut aussi être un geste très beau, très léger et élégant si comme un certain Akalitos, on aime bien faire des balles plus courtes en amorti. Euh, Et c'est quoi ton donc, coup droit préféré sur le circuit? Ou dans bah, je vais pas être très original non plus, mais je vais aller côté Nadal, Ouais. surtout quand il est en bout de course et qu'il nous sort des énormes passings en ligne pleine lucarne. Ça, toujours un régal à voir, surtout bien sûr sur cette terre à Roland-Garros, c'est toujours un vrai plaisir à voir. Et je vous conseille surtout ceux contre Vavrinka en finale en 2017. Il y en a deux, trois de très bonne facture. Toi, Alice, si tu étais un coup au tennis, tu serais lequel? Alors, si j'étais un coup au tennis, je pense que je serais un twinner. Ah ouais, Le truc que tu vois carrément. pas souvent, ouais, mais un petit peu que le petit truc auquel tu t'attends pas forcément, mais en même temps, voilà, je trouve que c'est un petit peu rigolo, euh, qu'on qu'on voit pas souvent, mais dont on se souvient un petit peu. Donc Nick voilà, Kyrgios, Nick j'aimerais bien Kyrgios être un te twinner. manque, c'est ça? Alors pas du tout, tu vois, Ah j'étais d'accord. plus sur non, je sais pas, non, il me manque pas du tout sur le circuit. Par contre, je l'ai bien aimé aux commentaires, j'avoue, Ouais. alors que je pensais pas dire ça. Il m'a reconverti à Nick Kyrgios. Mon Dieu, je suis convertie à Nick Kyrgios. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, à l'inverse de toi, Alice, si j'étais un coup au tennis, je pense que je serais une bonne vieille cloche. Parce que bon, alors on n'en voit pas beaucoup sur le circuit professionnel, mais dans le circuit comme, enfin nous qui jouons au tennis, là, il y a un peu les gens normaux qui jouent au tennis, une bonne vieille cloche, ça fait toujours du bien et ça peut faire dégoupiller un adversaire qui a un moral de chips. Du coup, pour cette première partie, la première question qu'on va se poser, et on va y répondre, allez, en 25-30 minutes, c'est quelle place pour les tournois d'exhibition dans les futures saisons ATP? Pourquoi on a décidé de parler de ce sujet? Tout simplement parce qu'il y a eu quand même trois grosses annonces concernant des tournois d'exhibition. D'abord, l'annonce de la création d'un nouveau tournoi, allez, un nouveau tournoi d'exhibition en Arabie Saoudite, le Six King Slam, qui va du coup qui a été annoncé le 5 février et qui va se dérouler, si je dis pas de bêtises, au mois d'octobre prochain. Dans le même temps, cette semaine, on a eu la première partie de l'UTS 2024, le tournoi d'exhibition de Patrick Mouratoglou, et Alice était sur place, donc elle pourra nous dire un petit peu son ressenti. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller lire l'article qu'Auguste a écrit sur l'Arabie Saoudite dans le tennis. Et enfin, on a une troisième annonce qui concernait la Laver Cup avec
l'annonce, je répète beaucoup de fois annonce, mais l'annonce des nouveaux des joueurs qui vont appartenir à l'équipe Europe. Et on sait déjà que Zverev et Medvedev, les deux plus grands amis du circuit, vont partager cette équipe avec Alcaraz. On va du coup commencer par parler un petit peu du Six King Slam. Et je vais demander à Auguste qu'est-ce qu'il pense de ce genre d'exhibition qui est annoncé au mois d'octobre et du coup qui va devoir se trouver une place entre le Masters 1000 de Shanghai qui est lui aussi au début octobre et le Masters 1000 de Bercy. Du coup, cette exhibition va prendre la place, va être en même temps que cinq autres tournois, 3 ATP 250 et 200 ATP et 2 ATP 500. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette annonce? Bah moi, ça m'embête un peu. Non pas que je sois contre les exhibitions, parce qu'en soi, euh, enfin, je m'en fiche, mais ce qui m'embête vraiment, c'est qu'ils soient en pleine saison. Et ça va être un peu le reproche commun avec les trois tournois que tu as cités. C'est que, bah, on est en pleine saison. Il y a des tournois pro, je sais pas, que ce soit en 250, en 500 ou un Master 1000 même. Enfin, les Master 1000, enfin, on a l'impression que c'est des petits tournois tellement qu'ils sont plus pris au sérieux depuis quelques années. Bah, ça dépend Et lesquels, mais surtout celui de Shanghai, tu as raison, celui de Shanghai, souvent il y a oui. un plateau Lui, un c'est peu parce que moindre. Ouais. on a eu 3 ans sans jouer, donc lui, c'est encore plus normal. Mais ce que je veux dire, euh, c'est qu'il y a beaucoup de top stars, enfin top 5 voire top 10. Ils se disent, bon, si je rate un Master 1000, c'est pas si grave. Mon objectif, c'est que je sois prêt pour les grands chelems, dès que ça qui compte. Alors qu'en soi, un Master 1000, c'est la deuxième, enfin, c'est les deuxièmes plus gros tournois. Et j'ai l'impression que c'est plus trop pris au sérieux, malheureusement. Mais bref, pour revenir à l'Arabie Saoudite, du coup, oui, en plus, ça se passe en fin de saison entre deux Master 1000. Et le problème, c'est que ça attire 6 grosses stars. C'est Ouais. enfin, et je pense que c'est peut-être les 6 plus grosses stars joueurs. Je les ai pas Parce que dites du coup, d'ailleurs, le nom des stars, mais ouais, c'est donc Alcaraz, il y a, Sinner, Medvedev, Rune, et Djokovic et Nadal, normalement. voilà. À la limite, on peut encore parler avec Tsitsipas et Zverev, mais si les 6 noms que tu as cités, on me dit que c'est les 6 noms les plus superstars sur le circuit, moi, ça me va. Mm. Euh, enfin, je le conçois. Et le problème, c'est que du coup, pour les tournois de 150, 500, donc, je pense à ce moment-là, ça va être les tournois d'Anvers ou de Vienne, qui a un gros tournoi 500, où, Ouais, je crois que c'est par exemple, cela, ouais. en 2023, Medvedev et Sinner nous ont livré une grosse finale à Vienne. Enfin, c'était vraiment ultra cool à voir. Et ben là, il y aura ni l'un ni l'autre, parce qu'ils seront en Arabie Saoudite pour des matchs qui apportent 0 point et qui ne servent à rien d'un point de vue sportif. Et, euh, mais comme ils vont prendre 1,5 million chacun et que le vainqueur est 1,6, donc on rappelle que 6 millions, c'est 2 fois ce qu'a pris Sinner en gagnant l'Open et l'Australie. Et ben, tu Oui. m'étonnes que les gars y vont. Et donc, bah, c'est juste une compète pour de la pub et enfin, pub sponsor et pour le fric. Et si cette compète elle serait en décembre ou même début janvier, à la limite, je dirais, bon, euh, je m'en fiche, pas grave. Mais là, elle est en pleine saison et surtout en fin de saison où tu as un risque de blessure plus grand alors que tu as encore Bercy et le Masters surtout pour ces six jours-là. Alors, Nadal, peut-être moins, mais au moins pour 5 d'entre eux qui sont dans la course, normalement. Je trouve que le calendrier, enfin, que sa place dans le calendrier est vachement mal placée. Ouais, en fait, Et le donc, truc ça me aussi, dérange c'est vraiment. que le calendrier, il est tellement touffu à l'ATP qu'il n'y a pas vraiment de place pour pour des exhibitions, quoi. Il y a Bah, il y a que quasiment jamais de pause. décembre.
Ouais, mais décembre, ils sont cuits. Toi, t'en penses quoi, Alice, de ce genre d'exhibition qui vient s'incruster en plein milieu du calendrier? Bah, ça dépend le type d'exhibition qui est proposé. Il y a des exhibitions qui vont décider, voilà, d'essayer d'attirer des grands noms à grands coups de chèque et bon, en même temps, voilà, les joueurs jouent le jeu et, euh, et c'est difficile. Enfin bon, c'est difficile de leur reprocher, même si bon, on viendra peut-être aussi sur le lieu où ces exhibitions se font. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, voilà, bon, c'est vrai que on entend d'une part les joueurs se plaindre que le calendrier est extrêmement chargé et en même temps ils font ces exhibitions-là. Ouais. Est-ce que c'est une menace pour le circuit ATP? Je sais pas, parce qu'il y a des exhibitions qui proposent quand même enfin, de circuit ATP ou WTA, mais il y a davantage quand même d'exhibitions enfin, pour les joueurs ATP, donc voilà. Mais enfin, est-ce que ces exhibitions menacent euh, le calendrier du circuit ATP? Peut-être. Mais d'un autre côté, je pense aussi qu'elle propose des formats qu'on ne voit pas sur le circuit ATP, WTA. Il y a certaines ligues, si on peut les appeler comme ça, qui proposent aussi des matchs en double mixte ou des choses comme ça. Voilà, je crois que c'est la World Tennis League qui fait ça. ITS, ça propose des formats de match un petit peu différents. Donc, ça attire un public différent. Voilà. Effectivement, on peut se poser la question sur le calendrier, la pression que ça met sur les calendriers chargés des joueurs et des joueuses. Mais en même temps, si l'idée c'est de renouveler le public et amener un public plus large au tennis, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter ça? Pour revenir sur ce que tu dis, dans le sens, est-ce que ça va impacter le circuit ATP? Dans l'équipe, il y a Jean-François Cojol, du coup, qui est directeur du tournoi de Marseille, le tournoi qui se passe actuellement et dans lequel Hugo Humbert s'est imposé, qui a parlé à l'équipe de cette annonce du Six Kings Slam et qui disait en fait que c'est pas forcément les Masters 1000 et les ATP 500 qui vont être touchés parce que si des joueurs décident de participer à des exhibitions pendant un Masters 1000 ou un ATP 500, un ATP 500, ces mêmes joueurs seront sûrement sanctionnés. C'est plutôt du coup sur les ATP 250 que ça peut être dangereux que ça peut être dangereux. Il dit pour le citer, on assiste à une dérégulation totale qui dégrade ces catégories de tournois. Et il dit qu'il n'y a pas de gouvernance de la part de l'ATP parce que l'ATP essaye, comment dire, de ne pas offusquer de pas les exhibitions, essaye de trouver un espèce d'entre-deux en acceptant ces exhibitions. Par exemple, on sait que la Lever Cup, elle est carrément inscrite dans le calendrier ATP. Elle essaye de mettre un entre-deux. Et finalement, Jean-François Cojol, il trouve que les ATP 250, ils sont un peu mis de côté. Maintenant, on peut aussi se demander qu'est-ce que concrètement, en termes de format et de spectacle, là, je vais parler spécifiquement de la Lever Cup de Six King Slam et peuvent apporter. Je vais me tourner vers toi, Alice, qui disait qui disait que ça pouvait apporter un nouveau public. Est-ce que tu trouves que la Lever Cup et la Six King Slam peuvent vraiment apporter quelque chose de nouveau au tennis? Moi, je suis pas si sûr vu que le format change pas beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Effectivement. Alors voilà, c'est ça aussi. Je pense il y a on voit qu'il y a quand même deux types de formats d'exhibition. Il y a des exhibitions qui proposent de nouvelles règles, des formats qu'on voit pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, et puis d'autres qui sont là pour réunir les grands noms dans des lieux où il n'y a pas forcément des compétitions. Alors je mettrai encore la Lever Cup encore à part parce que c'est vrai que pour moi, malgré enfin, toutes les belles images entre Federer et Nadal qu'on a pu voir sur la Lever Cup, je vois pas ce que ça Mm. apporte à part ça. C'est le même format, ça reste dans des villes ou dans des pays où il y a du tennis. Hein, je crois que c'est
Londres, Il y a eu Francfort, Vancouver aussi quand Toronto, même. Vancouver, c'est pas Vancouver l'année dernière? Vancouver, pardon, ouais, Ou voilà, ou un si, truc si, du c'est genre. Vancouver, pardon, Ouais. pas Toronto, mais bon, ça reste au Canada, donc le Canada qui a quand même deux masters, enfin un Master 1000 et un WTA 1000, donc ça reste aussi des pays où il y a du tennis. L'Allemagne, n'en parlons pas, voilà, l'Angleterre aussi. Voilà, le format de la Laver Cup, moi je suis pas séduite Et au-delà tu as déjà regardé la Lever Cup de ou tout pas? l'amour que De c'est ton pour plein Pédale, gré? quoi. C'est-à-dire, oui, oui, de mon plein gré, oui. J'ai effectivement allumé la télé pour voir la retraite Hmm. de Federer. Enfin, je suis allée voir un match, mais pas. Bon, j'ai eu une invitation pour aller voir un match, donc voilà. Mais jamais. Il y a aussi les tarifs qui sont Ouais. absolument prohibitifs. Enfin, on sait très bien pourquoi, pour qui c'est, voilà, et à qui c'est censé faire plaisir. Donc il y a aussi ça dans le côté Lever Cup, moi qui me dérange un petit peu, c'est vraiment l'entre-soi pour aller voir les stars que tu as l'occasion, enfin, que tu as l'occasion de voir de toute façon si tu peux te permettre de payer ce genre de prix-là. Donc Ouais. voilà. Et je trouve que c'est un Mais peu, oui, bon, sur les l'enjeu autres est un peu formats fictif en d'inscription, fait. L'enjeu est ouais. un peu fictif de la Lever Cup. Toi, je sais pas ce que t'en penses, Auguste. Je vais te donner la parole, mais je trouve que, en fait, on n'arrive pas à créer autour de ces tournois des matchs d'exhibition. C'est pas le but, mais j'ai l'impression du coup que pour essayer de renforcer leur, j'ai envie de dire leur légitimité, le Six King Slam et la Lever Cup essayent de créer de l'enjeu, mais qui finalement est fictif, parce qu'il y a strictement rien à gagner. T'en penses quoi, toi, Ah, Auguste? ouais. Bah, moi, sur l'enjeu, ouais, enfin, il y a tout simplement pas. Enfin, d'un point de vue sportif, il se peut passer rien. Parce que, enfin, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de points à aller chercher. Donc, à partir de là, il n'y a rien. Enfin, d'un point de vue sportif, euh, on va dire pour, entre guillemets, les vrais fans qui regardent vraiment toute la saison et qui se lèvent même la nuit pour voir des tournois comme Rio, Cordoba ou Santiago d'autres plus tard, genre à Washington, enfin, c'est vraiment toute la saison pour ces fans-là. Si un tournoi n'a pas de points, bah, il compte pas vraiment. Parce que si on prend même une United Cup en début d'année, je trouve que ça, c'est le bon format entre un tournoi, enfin un vrai tournoi et une exhibition, parce que t'as des matchs en bonne équipe, chacun à son pays. On voit des joueurs et des joueuses qu'on voit moins souvent parce qu'il y a des nations qui ont pas non plus un gros vivier comme la France ou l'Allemagne ou l'Italie. Euh, les joueurs et les joueuses ont des points à aller chercher, ce qui avait permis à Dominor d'être top 10 pendant une semaine, par exemple. Et ce sont deux tournois. Euh, et en plus, on voit du simple messieurs, simple dames, double mix. Donc, on a une large palette et avec des points et le bon nombre de points. Enfin, il n'y a pas non plus. Enfin, c'est le bon ratio. Il y en a euh, suffisamment pour que ce soit cool et intéressant à voir avec du suspense, mais il n'y a pas non plus trop pour que ça fasse une concurrence ou au Master 1000 ou même au 500. Alors que pour les trois autres, donc là par exemple avec la Lever Cup ou le King Slam, il y a, on n'a pas de points. Donc en fait c'est que du divertissement. Et le truc c'est que on sait très bien pourquoi les joueurs viennent là, c'est juste pour prendre leur chèque, parce que je ne leur reproche pas. Je ferais sûrement la même. C'est juste que je reprends l'argument de ce placement dans la saison euh, qui fait que si ça se place en même temps que des 250, des 500 ou voire des Master 1000 pour l'Arabie Saoudite, là, c'est problématique parce que ça fait de la concurrence à des vrais tournois et ça leur prive de stars. Donc, Ouais. euh, Je sais aussi que l'Arabie Saoudite, elle cherche à avoir un Masters 1000 et je me demande si la bien sûr. création de cette exhibition
c'est pas un peu pour forcer la main à l'ATP de lui donner en fait, Bien sûr. de lui donner Euh, ils, un ils- ils- Masters 1000 quoi. ils ont déjà le master Next Gen. Oui, Et selon les dernières infos du média The Athletic, mm, dans les tuyaux pour 2025, il y aurait un master next-gen, mais chez les filles aussi, à mettre en place, qui en soi n'est pas une si mauvaise idée, euh, et un master 1000 masculin. Sachant que les filles, alors, elles ont deux master 1000, alors c'est pas en Arabie Saoudite, mais c'est autour. Elles en ont un à Doha, au Qatar, et un à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, mais même si c'est pas les mêmes pays et qui s'aiment c'est pas loin quoi. pas trop, on reste dans la même région et dans la même région du globe et avec le même but commun, même si chacun veut pas avoir veut tirer la couverture à lui. Mais, euh, mais si à partir de l'année prochaine, on a hommes et femmes cumulés, on a quatre cinq gros tournois qui se passent là-bas, je serais pas vraiment surpris. Parce que Non, bah, c'est sûr. ils ont l'argent. Ouais. Ils ont l'argent et les installations pour le faire. Ils ont une météo clémente aussi. Donc, pour les joueurs, c'est quand même très cool d'aller jouer là-bas. Maintenant, à voir si le public local l'accepte, parce que bah il y a aucun joueur à ma connaissance saoudien ou qatari ou des Émiratis qui qui est dans le top 100 voire 200. Donc est-ce que ce Il y en manque a un, mais je sais plus. Il d'approche y a un locale, jeune, je crois, mais je sais plus comment il s'appelle. cette balle Ouais, voilà. c'est lui. Selbaïk, pardon, j'ai rajouté une lettre pour rien, mais est-ce qu'il est de Jordanie? C'est encore Jordanie. Ouais, un c'est vrai, pays. t'as raison. Euh, donc, Ouais, le public, il est pas à forcément, il va surveiller. peut-être pas être au rendez-vous. D'ailleurs, on voit que l'Arabie Saoudite, c'est pas encore un grand pays de sport. Si on regarde un peu avec la ligue pas d'Arabie Saoudite qui a ramené plein de stars, les stades, ils sont même pas forcément combles. Après, Maintenant, on ils va ont... passer à un autre style quand même de tournoi d'exhibition qui est un peu particulier, c'est l'UTS, parce que là, on vient un peu de critiquer la Lever Cup et le King Slam parce qu'il n'y a pas de proposition de nouvelles règles. Là, avec l'UTS, au moins, il y en a. Maintenant, chacun son avis sur le format des règles et enfin, sur la pertinence de ces règles et on va sûrement en débattre. Juste pour rappel, l'UTS a été lancé pendant le Covid, du coup en 2020, euh, par Patrick Mouratoglou. En ce moment même, il y a eu la première partie de l'UTS à Oslo, qui a réuni Roublev, Per, Rune, Tim, Deminor, Monfils, Bublik et bah, le local de l'étape Ruud. Toi, Alice, bah, qui a pu assister un petit peu, qui a pu assister en partie à cet événement, t'en as pensé quoi? Bah, j'avais déjà pu voir en fait comment ça se passait à Londres. J'avoue que moi je suis un peu j'ai pas honte de le dire, hein, mais une grosse puriste du tennis. Voilà, je peux regarder un match pendant 5-7, pendant 6 heures, si j'ai le temps. Je peux faire ça. C'est vraiment quelque chose qui m'emballe. Alors bon, je suis arrivée à l'UTS avec tout le scepticisme du monde, mais bon, ça reste du tennis, donc je me suis dit pourquoi pas. Je trouve que ce genre de format, ça permet de regarder un match avec des gens qui n'aiment pas forcément le tennis et qui aiment bien le sport, mais qui quand même veulent savoir à quelle heure ça se termine, quoi. Donc Ouais. tout ce public-là, au moins il est ciblé. Et puis ouais, clairement quand on y va, on sait que ça va être du divertissement, quoi. Donc Pourtant, j'ai pas je vais peut-être l'impression juste que. attendre que les personnes passent derrière, Ouais. mais Du coup, je vais juste. ils entendent derrière, quoi. Pourtant, c'est bizarre parce que Patrick Morato. Enfin, quand tu vas sur, euh, sur le site de Patrick Moratoglou et que tu vas sur la page UTS, il y a marqué en dessous. Enfin, pour définir ce qu'est l'UTS, il y a écrit que c'est l'avenir du tennis. Donc, à la fois, toi, tu dis que tu penses
que c'est du divertissement pur et que voilà. Pourtant, j'ai quand même l'impression, ou alors je me trompe, qu'il y a cette volonté quand même d'essayer de remplacer en quelque sorte enfin de remplacer le circuit ATP ou de proposer une nouvelle version et de faire quand même quelque chose de crédible. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alice? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Je crois qu'il y a deux écoles en fait. Je crois qu'il y a une partie qui se dit effectivement, c'est ça l'avenir du tennis. Maintenant, le public, il veut ça, il veut quelque chose qui est en format court. Alors, qui est ce public? Je ne sais pas à quel point ça a été étudié, à quel point on est vraiment allé demander aux fans de tennis, qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que c'est vraiment des matchs courts? Je crois qu'il y a une partie vraiment de, de, des personnes en tout cas qui pensent à ces exhibitions-là, à ces nouveaux formats qui se disent le tennis version 5-7 en grand chelem, ça n'a pas d'avenir, il va falloir changer tout ça. Et je pense qu'il y a aussi une autre école qui dit bah, les deux circuits sont compatibles. On peut avoir d'un côté des exhibitions qui proposent un tennis un petit peu plus divertissant et en même temps garder les formats historiques parce qu'il y a encore du public et on voit bien aussi que euh, voilà, bon, je repense juste à la finale de l'Open d'Australie. Et à chaque fois qu'il y a un grand chelem, même sempiternel débat sur est-ce qu'on devrait quand même garder le 5-7, c'est quoi là-bas. Bon, bah, finalement, voilà, à chaque fois, à chaque grand chelem, on a un super match en 5-7 et tout le monde est Ouais. content. On se dit, ah, ça aurait été dommage quand même Bah, si enfin, ça n'avait pas que en c'est ça 17. qui fait l'histoire de ce sport-là, du tennis, quoi. C'est Et, un truc. et je pense quand même il y a même dans les nouvelles générations qui suivent le tennis, enfin, il n'y a pas que des vieux qui aiment le match en 5-7. Je pense que ceux qui aiment le tennis et qui le connaissent aiment le circuit ATP et WTA, enfin les circuits ATP et WTA tels qu'ils sont maintenant. Mais l'idée d'attirer un nouveau public n'est pas forcément antithétique. Ouais, cette Voilà. idée d'âge et de public qui se périme en quelque sorte, c'est un truc que Mouratoglou, il martèle, hein. Je le cite, les fans de tennis sont âgés, l'âge moyen des fans de tennis se situe à 61 ans et prend un an de plus par an. Donc ce n'est pas le signe que le sport se porte bien. Il dit Et en aussi même temps, aujourd'hui, ouais. oui, il dit aussi aujourd'hui, la façon dont les gens consomment le tennis a tellement changé qu'ils ne regarderont jamais un match classique comme les générations précédentes. Juste avant que je te redonne la parole, Alice, je voulais dire que je trouve que il se trompe un peu, enfin même il se trompe. Il a une lecture assez facile, Mouratoglou, c'est-à-dire qu'il défend son projet, l'histoire du businessman, dans le sens où quand il dit que l'âge moyen des fans de tennis se situe à 61 ans, c'est vrai. Euh, Problème, en fait, c'est que dans son calcul-là, c'est pas les fans de tennis qui se situent à 61 ans. Ce sont les téléspectateurs qui regardent le tennis qui se situent à 61 ans. Déjà, c'est quelque chose d'à part entière. D'autant plus, l'étude, je pense, dont il fait référence, c'est une étude qui se concentre uniquement sur les Américains et pas sur toute Exactement la ce planète que je voulais monde. relever. Ouais. Et d'autant plus, en fait, oh merde, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est que tous les sports, en fait, tous les sports connaissent, tous les téléspectateurs américains, tous les sports connaissent un vieillissement, quasiment tous les sports. Hormis la MLS et la WTA aux États-Unis, j'ai regardé l'étude, c'est assez drôle. Donc, il y a quand même à remettre tout ça en perspective. Et quand il dit que c'est le signe que le sport ne se porte pas bien, on a quand même vu que Eurosport a battu ses records d'audience là à l'Open d'Australie. On voit que Roland-Garros est de plus en plus prisé. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui achètent les billets. Donc, il y a quand même cette, euh, un peu ce paradoxe que je voulais soulever dans Ouais. la prise de parole de Patrick Mouratoglou. Vas-y, Auguste. Bah, c'est sûr que quand on entend, on a l'impression d'entendre un Florentino Pérez, un Gérard Piqué dans le foot qui veut soit une Super League pour avoir que des grosses affiches ou voire réduire le temps d'un match de foot pour focaliser un plus jeune public qui a une attention plus courte. Alors, bon, on va pas parler trop de foot là, mais bon, ça dénaturerait le jeu et au tennis encore plus parce que le tennis c'est un sport de temps long. C'est un des seuls sports où tu sais
au moins pour les premières rotations quand ça commence, et tu sais jamais quand ça finit. Bah, on n'a qu'à voir, enfin, encore juste cette semaine, on a un Manarino qui a joué qu'une heure et demie sur 4 matchs, et à Abu Dhabi, il Ouais, y a une Maya ah qui a oui, joué qui- 30 heures en 4 jours. Non, mais elle a joué 13 heures, je crois, ouais, en 4 ou 5 matchs. Et, le problème, c'est pas le format de jeu du tennis qui fait que il pourrait avoir une baisse de spectateurs ou de téléspectateurs, même si j'en doute, parce que en soi, dans les gros tournois, c'est toujours plein. Mais ce qui peut manquer ou la cause, enfin, ou le problème, ça peut soit être lié au temps mort qu'on a dans les matchs qui sont pas très utiles. On pense notamment aux pauses toilettes qui durent 7, 10, 12, 15 minutes sans que les arbitres sanctionnent, alors que normalement ils ont droit à 5 minutes. Ça déjà c'est un problème et ça met un vrai temps mort qui peut faire décrocher pas mal de gens devant. Deux, comme on l'a dit plus tôt, peut-être avoir un calendrier un peu plus léger. Donc, ça passerait certainement par des suppressions de 50 ou de 500, malheureusement. Mais, mais à un moment, une année civile, elle a que 52 semaines, elle a que 12 mois. On peut pas avoir une année avec 15 mois pour contenter tout le monde. Donc, peut-être supprimer quelques tournois pour que les joueurs aient plus de temps de repos, quitte à ce que dans les autres tournois, mettre plus de points et plus d'argent pour que ça compense la perte de ces tournois. Euh, et donc, voilà, enfin, ouais, je pense que le tennis peut plaire à une certaine partie de la population. Bien sûr, ça ne peut pas plaire à tout le monde parce que dans un match de tennis classique, c'est vrai que la dose de spectacle est relativement faible. Enfin, je sais pas, si on compare au basket ou au foot US ou même au foot tout court, ouais, où tu peux avoir des grosses actions ou des gestes spectaculaires. C'est vrai que si on fait une moyenne des matchs dans l'année, au tennis, on en a peu. Même si on a toujours un Alcaraz ou un Djokovic ou un Medvedev ou un Dimitrov avec son revers qui peut être sur Tennis TV pendant quelques temps, mais ça ne compense pas tout le top 100 ou top 100, 150 ou dans leur match, tu as beaucoup de services gagnants ou de retour faute ou des échanges qui durent 3 4 5 frappes avant une faute. Et ça, c'est vrai que, bon, c'est pas la meilleure pub, mais quand le tennis part dans ces longs rallyes, surtout en Grand Chelem, c'est quand même ouais, un super sport. Et il n'y a même pas besoin de grosses stars pour ça. Enfin, en tête, je pense à Bercy il y a 2 3 ans où on avait un Zverev sur le retour contre un Hurkacz, il me semble. Donc sur le papier, ça n'en est pas duré parce que Zverev était encore sur le retour. Enfin, c'était pas encore le grand Zverev et Hurkacz. Même si c'est un bon joueur, on peut pas dire qu'il est un énorme charisme et qu'il ramène foule. il fait pas Et, plus et vendre, hein. ça. Et au final, ça s'est transformé en un match en 3-7, en quasi 3 heures, avec des super points et ça a un public fou. Ouais. Donc, je pense pas que le tennis a besoin d'être modifié, En mais fait, je juste, trouve, ouais, vas-y, juste, il y a des trucs quand même intéressants dans l'UTS qui sont
faut que ça aille plus rapide, que Patrick Mouratoglou, il a compris quand même que les jeunes, ils étaient plus trop devant la télévision et qu'il fallait un nouveau modèle de diffusion. Il a compris un peu l'histoire Ouais. du spectacle, mais toucher au score, toucher Mm. toucher à l'essence même du tennis. Pourquoi pas d'ailleurs dans l'espèce de nouvelle esthétique qu'il a un peu imposée avec le filet beaucoup plus court, uniquement les couloirs de simple. Il y a des trucs intéressants, je pense, à regarder du Ouais, côté de l'UTS, mais toucher au mais score, toucher à la longueur ouais, du moi, tennis, pour moi, c'est une grosse moi, je erreur. suis pas fan. Ouais, mais surtout, en fait, le format qu'il propose avec l'UTS, moi, je kifferais jouer comme ça, mais c'est à l'entraînement ou un jeu Hmm, libre avec tes potes. Enfin, c'est un format vraiment très fun à voir ou même à jouer. Mais je suis désolé si demain nos champions et nos championnes dans les grands chelems doivent juste gagner 20 points et utiliser trois cartes pièges, ça va me ouais. saouler, quoi. Moi, je me demande si ce qui serait, alors vraiment, c'est hypothétique, si le côté fun de l'UTS, il pourrait pas être ajouté au Masters de fin d'année, où je sais pas, tu prends le dixième et du dixième au vingtième mondial, ils viennent, ils font des matchs UTS avant que les vrais patrons de ce sport, ils viennent se défier pendant le Masters de fin d'année, quoi. Et en fait, ça pourrait être un peu plus fun, quoi, comme on a au All-Star Game au basket avec le concours à 3 points, le concours de dunk. Il y aurait un côté un peu plus fête de fin d'année, quoi, un peu plus un Ouais, truc comme ça. mais là, il va falloir convaincre des top players de venir au même endroit Ah bah, on les paye, que ils top les payent, 8. la TP, ils donnent de l'argent et puis on n'en parle plus, hein, tu sais. Ils viendront, hein, ils vont bien en Arabie Oui, Saoudite pour, oui, je oui, sais pas pourquoi. mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle de joueurs top 20, donc c'est quand même des joueurs d'élite qui viennent au même endroit que des joueurs encore plus forts qu'eux, qui, eux jouent pour un gros titre enfin d'année et en gros tu leur dis vous allez jouer à Al-Babal Ouais, pendant ouais, 30 c'est 40 ça, faites minutes le cirque, quoi. C'est ça que je leur demande. ça, Oui, grosso modo, c'est c'est ça. ça. Mais bon. Ou alors, je sais pas, tu prends les plus folkloriques, tu prends Bublik, Kyrgios, je sais pas. Enfin, tous les gars qui l'amènent, là, Ouais, Benoît Paire et bien Titi sûr. Quanti, quoi. Tu les amènes et tu leur Ouais, fais faire le show pendant 10 minutes, ils sont payés, et puis... Toi, qu'est-ce que t'en ouais. penses, Alice, de l'UTS dans les règles? Est-ce qu'il y a des choses à garder, à pas garder? Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Bah, comme je disais, hein, moi je suis un peu une puriste, donc Mm. au début vraiment ce coup de la carte bonus, j'avais vraiment l'impression d'être au Uno, j'étais ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis finalement en fait je pense que une fois qu'on débranche l'idée que c'est un tournoi comme les autres. Enfin, pour moi, UTS, c'est vraiment pas un tournoi Oui, du tout. C'est du tennis, mais c'est pas une compétition. C'est pas une Enfin, je le vois vraiment comme un jeu distinct qui, pour moi, a tous les éléments que j'aime puisque ça reste du tennis. Mais en même temps, voilà, bon, j'avoue que enfin, encore une fois, j'ai pas l'impression d'en fait, c'est ça, j'ai pas l'impression de devoir faire le choix entre le circuit traditionnel et UTS. Mm. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où je me suis mis ça dans la tête, pour moi, le fait qu'il y ait une carte bonus, ben, si ça fait rire mon voisin ou ma voisine qui sent un petit peu plus la tension parce que c'est un format qui lui convient plus et qu'on peut ensemble aller voir du tennis, pour moi, ça passe. Ça m'enlève pas du tout la, la tension ou le... Enfin, pour moi, ça rajoute pas de tension, cette carte bonus, mais si pour mon voisin, ça peut le Ouais. faire, c'est bien. Évidemment, je vais être beaucoup plus tendue et beaucoup plus dans le match quand, à 2-7 0 Sinner décide de commencer à faire sa remontée, quoi. Oui. Voilà, oui, ça n'a rien à voir, en fait. Enfin, c'est deux mondes complètement différents, Ouais, en fait, mais je qui, suis pour moi, d'accord avec sont... toi pour dire que c'est deux mondes différents. Ce qui est un peu chiant, et c'est ce qu'on soulève depuis le début, c'est que ce soit pendant d'autres compétitions, quoi. Oui, Et que les ça, pauvres, c'est vrai. Et ouais, là, j'ai juste les chiffres sous les yeux, par exemple, le vainqueur de l'ATP de Marseille, donc Humbert, il va toucher 50 000 euros. Par contre, Jack Draper, qui a gagné l'UTS à Londres, il a touché 500 000 dollars. Bon, je n'ai pas fait la conversion en tout à euros, fait. mais du coup, c'est quand même un peu agaçant
Et oui, et c'est ce que tu relevais tout à l'heure, et je pense que c'est un point sur lequel il faut revenir, effectivement, là où il faut peut-être enfin, légiférer ou en tout cas trouver un accord, c'est à quel moment ces exhibitions sont lieu. Et je pense que Mm. l'ATP et la WTA ne pourront pas faire l'économie de cette discussion-là, parce que euh, les 250 et le circuit Challenger a besoin de, c'est des tournois qui ont besoin d'être là. Ouais. Donc, il ne faut pas les saper complètement. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je sais pas si Auguste, tu as rajouté quelque chose, mais je pense qu'on a fait le tour de la question sur les exhibitions. Et si Auguste a quelque chose à rajouter Non, ou c'est bon, c'est bon. et On bien peut alors, passer à la suite. on va passer à la dernière partie de cette émission qui concerne les news qui nous ont marqué cette semaine. Je vais me donner le droit de commencer. Je vais me donner le droit de commencer parce que déjà pour vous dire que j'ai pas pu beaucoup regarder de tennis, voire pas du tout le tennis cette semaine, à part la finale de Rybakina et la finale d'Humbert. Mais du coup, comme j'ai pas bien vu ces tournois, je vais parler de la victoire au Challenger de Nottingham de Giovanni Mpecci Perricard. Alors, j'ai pas vu un seul point du Français qui a gagné le deuxième Challenger de sa carrière, mais je sais en tout cas que sur jeuxblanc.fr, j'ai fait un article il y a, je sais pas, 6 mois, je dirais, sur Giovanni Mpecci Perricard, dans lequel j'interviewe Romain Neggen qui donne son avis sur ce jeune joueur français, et du coup, je vous invite à aller le voir. Toi, Auguste, c'est quoi l'information, l'actualité qui t'a marqué cette semaine? Euh, ouais, bah, on va parler de nos deux joueurs français qui ont un peu marqué l'actu. Bon, il y a déjà Hugo Humbert qui a remporté sa cinquième finale en 5 matchs, son cinquième titre en 5 finales. Ah ouais, je Bon, savais pas ça. C'est pas mal ça, on va comme parler stat. français, c'est une belle stat. Bon, bien sûr, dans les 5 titres, on n'a pas Roland, l'US Open et Shanghai, bien sûr, mais ça nous reste pas moins une stat très très belle. C'est-à-dire, bah, le mec, il arrive en finale et il éclate tout le monde. J'ai vu le match contre Dimitrov et à l'instar de sa semaine, c'est assez ultra solide, notamment sur ses jeux de service. C'est impressionnant. Sur ses premiers, il envoie que des sacoches. Et puis, ça passe là, on voit vraiment qu'il est en pleine confiance. Et quand il joue comme ça, bah, il vaut largement le niveau de son classement, qui est maintenant 18e mondial, numéro 1 français. Donc, et quand il est à ce niveau-là, il vaut clairement un joueur de top 20. Euh, et surtout, moi, ce qui m'a surpris dans le bon sens, c'est que contrairement à l'année dernière, sur les gros points, sur les balles de break, sur les balles de 7 ou quoi, où il tremblait un peu, où il perdait beaucoup de ses points clés l'année dernière. Là, au contraire, sur ce tournoi-là, il a été ultra solide. Enfin, toutes les balles de break qu'il a eu contre Dimitrov ou contre Hurkacz en demi, il a toutes sauvées ou presque. Enfin, il devait être à minimum 85-90% de balles sauvées. Mais là, il y Euh, a Urkac, il a 3 balles de break contre Humbert, il en fait zéro, et Dimitrov, il en fait zéro aussi, il gagne pas. J'ai vu Voilà, le match, il donc gagne pas une fois son service, hein. vraiment ultra solide et surtout au service une variation ultra cool parce que surtout au côté gauche où il a battu son adversaire avec le slice du gaucher classique et de temps en temps et sur les points clés il vient claquer un gros ace au thé à plat pour un peu se prendre quand l'autre est quasiment dans le couloir. Ouais. Franchement, je le félicite bien parce que moi, je repense notamment à son match contre Sonego au premier tour de Monte Carlo. Mais De l'année vraiment marqué. dernière, ouais. Il avait eu 8 ou 9 balles de break, voire plus. Ouais, il avait eu des occasions à foison, je crois, 4 balles de match aussi. Et il conclut pas. Et c'est vraiment terrible à voir. Là, on sent qu'il est en pleine confiance. Et moi, si
2, 3 mois, on a un Baird dans le top 15, top 12 et qui se rapproche dangereusement du top 10, ça me surprendrait pas. Ouais. En plus, bah, il a enfin battu Hurkacz, qu'il avait battu. Bah, il l'a battu, c'est Hurkacz qui le sort à l'Open d'Australie, qui le sort dans un autre tournoi avant en 2023 en fin d'année. Et même au niveau du parcours, quoi, en quart, il joue contre Fokina, tête de série numéro 5, il le bat. Après, il joue Hurkacz, tête de série numéro 1 en demi, il le bat en 2-7 aussi. Et il finit par Dimitrov, qui est quand même un joueur qui, hormis l'Open d'Australie où il a complètement raté Le truc un peu. son tournoi. C'est quand même un joueur en forme, mais il le Bah, bat. C'est sur la franchement semaine, costaud, je trouve, hein. Et sur la semaine, ouais, il perd 15-7 et c'est contre contre Gaston, ouais. Gaston Ouais, au deuxième tour. ouais, et je trouve aussi que ce qui m'a marqué dans la finale, c'est qu'il a réalisé énormément de passing Humbert et je l'ai Ouais. jamais connu en tant que grand défenseur, quoi. En tant que quelqu'un qui aime subir le jeu, là, j'ai trouvé qu'il a réussi à sortir des Ah passings oui, assez oui, oui, non, mais impressionnants. là, Donc c'était là, vraiment. là il est dans la zone, il est en pleine confiance. Ouais. Il faut vraiment qu'il arrive à convertir ça. J'ai pas la suite de son programme. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller les Mm. semaines suivantes, mais là, faut que jusqu'à Miami, enfin en gros jusqu'à ce que la saison sur Terre démarre, qui on sait, c'est la Terre battue, c'est pas Mm. la surface où il performe le mieux. Il faut que là, sur dur, ils prennent un max de points. Et si le mois prochain, à Indian Wells et à Miami, il peut nous faire un petit huitième et un quart, on prend sans hésiter. Et c'est Ouais. vraiment une super perf. Carrément. Toi, Alice, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine au niveau du tennis, évidemment. Alors, je dirais que cette semaine, moi, j'étais hyper contente de voir Rybakina s'imposer en finale. J'étais un petit peu déçue de son Open d'Australie. Mm. J'espérais la voir aller beaucoup plus loin. Ouais. Donc là, la revoir remporter un titre à Abu Dhabi, ça m'a fait très plaisir. Elle l'a fait avec la manière, avec autorité. Donc ouais, ça pour moi, c'est le petit top de la semaine. Ouais, elle a Ouais. battu du coup Kasatkina en Kasatkina, finale. Ouais. ouais. Facile, hein. J'ai vu le match. Ouais. Il y a peu de Oui, oui, match. Bon, c'était après, Kina, elle a fait un énorme match hier, samedi, Contre Haddad Maia, ouais. en mois demi, contre Haddad Maia, devait être un peu crevé. Alors que Rybakina, elle a une semaine un peu simple. M- Même si en demi contre Samsonova, elle avait une petite pression de battre sa bête noire. Mais Samsonova, elle a vraiment joué en montagne russe, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Ouais. Euh, pour, euh, pour abattre, enfin, sauf dans le deuxième set où Samsonova retrouve vraiment son niveau à l'école 0 et 2, y a rien à dire. Enfin, Ouais. Et puis même Et en fait, hormis c'est du. Oui, ouais. vas-y, Alice. Vas-y. Non, mais aussi en fait, c'était ça qui me plaisait. Même l'affiche de la finale me plaisait aussi parce que c'est vrai que Kasatkina, bon, ça fait un petit bout de temps qu'on la voit pas autant qu'on pourrait. Donc Mm. j'étais contente de son parcours aussi. Donc pour moi, le tournoi d'Abu Dhabi, c'était le petit top de ma semaine. Du coup, Kasatkina, elle revient à la 13e place, 13e place mondiale avec Tout à fait, ouais. cette Le lundi. Ouais. victoire. Et Rybakina, quatrième, quatrième toujours. Et même, malheureusement pour Kasatkina, au niveau du match-up, toutes les filles qui cognent très fort, type Sabalenka, Rybakina ou même Ostapenko, c'est pas vraiment les match-up qui lui vont à Kasatkina. Et je trouve surtout, c'est sur deuxième balle, elle se fait agresser, Kasatkina. Faudrait, je pense que si elle arrive à régler cette deuxième balle, elle pourrait s'installer, je pense. bah, J'espère elle durablement a, dans le top 10, quoi, moi. elle a un manque de puissance criant par rapport au top joueuse, quoi. Mm. Elle a plus un jeu de défense, remise, limeuse et elle attaque que quand elle a la balle qu'il faut. Ou en contre, Mais quoi. là, Mais ouais, sinon. elle est moins contre. Mais si par exemple, on prend juste celles qui sont mieux classées qu'elle, une Krejcikova, bon, même si c'est pas celle qui attaque le mieux, euh, elle sait le faire. Une Ostapenko, bon là on n'en parle pas, c'est vraiment que Ouais. ça. Tu prends une Sakkari, ça fera fort. Une Kim Wang-Zheng, ça voit que des souches. Une Pegula, Rybakina, Gauff, Sabalenka, Swiatek, bon là
C'est Hmm. attaque sur attaque sur attaque. À la limite, dans sa filiale, il y a vraiment que Jabber qui a un peu tricote la balle, mais bon, Ouais, elle mais n'a elle pas sert une mieux, Jabber. Elle forme. sert beaucoup mieux Ouais, qu'Adopkina quand même. ça bien mieux. Bon, même si là, Jabber, elle est pas en grande forme physique là. Elle a encore fini son match en pleurs Hmm. cette semaine, ce qui est plutôt triste, parce que c'est vraiment une joueuse que je pense on adore tous voir. Mais ouais, là, euh, il- Après, c'est pas ça. si, Souvent, Jabber, elle a jamais de bons résultats dans cette partie de saison, quoi. C'est souvent à partir de la terre battue, je trouve, ouais, c'est vrai. où elle se réveille, c'est plus Ouais. terre battue. Ouais, Mais soit bon, envers c'est quand même Madrid le fait qu'elle ou ça pleure, se encore. c'est dur, quoi. Ouais. Mais parce que je crois elle s'est reblessée au genou et c'est une Ah, on t'a perdu, Auguste. Je pense que tu disais que c'était la énième fois qu'elle se blessait au genou. Bah du coup, je sais pas où partir Auguste, mais du coup si Alice est encore avec moi, on va finir, finir le podcast là-dessus. On vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir les différents articles qui sont disponibles sur jeublanc.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut! Salut! Salut, à la semaine prochaine.